Donc, nous allons passer à la première conférence sur, je vais faire ça, hein, sur l'intelligence artificielle. Je vais donc inviter, il faut que je prenne ma liste, à venir s'installer sur la scène Christophe Villemazet, Éric Gossier, Laurent Patou, Philippe, si tu peux rester parmi nous également. Et nous abordons donc cette première conférence sur les perspectives de l'intelligence artificielle sous la modération de Christophe Villemazet. Christophe, merci. Installez-vous, je vous en prie. Bonjour, bonjour. Non, toujours pas. Oui. C'est bon? Bonjour. Non. N'importe où je me mets là, t'inquiète pas. Bonjour. C'est bon, vous m'entendez? Merci Véronique. Bonjour à tous. Bienvenue à toutes les personnes dans la salle et aux personnes connectées sur la plateforme Act & Match à cette première table ronde de la journée Silver Echo. Je vais commencer par me présenter. Je suis Christophe Villemazet, ingénieur au CEA à Grenoble et directeur adjoint du programme Pulse de l'IRT Nano-ELEC, qui s'intéresse plus particulièrement à la confiance numérique et à la cybersécurité. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette table ronde autour de la thématique de l'intelligence artificielle. On va essayer d'expliquer pendant toute cette table ronde ce que c'est que cette intelligence artificielle, cette IA, et quels sont les services qu'elle peut proposer pour le domicile, pour les utilisateurs, les résidents et les seniors. C'est vrai, j'ai le droit. Ouais, privilège, hein. Après, je vous laisse décider, mais comme le micro passe, je te remercie, Véronique. Donc, pour alimenter cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir nos trois invités, nos trois experts en IA. En commençant par le professeur Éric Gossier, donc, qui est professeur à l'Université Grenoble-Alpes et directeur de l'Institut MIAI, dont on a déjà parlé. Bonjour Éric et bienvenue. Bonjour. Est-ce qu'il marche? Bonjour. Faut attendre que... Allô, allô. C'est bon. On vous entend, c'est parfait. Bonjour Éric. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Donc oui, effectivement, je suis professeur d'informatique à l'Université Grenoble-Alpes et je suis le directeur scientifique de l'Institut interdisciplinaire à l'intelligence artificielle de Grenoble. C'est un des 4 instituts créés par le gouvernement français en 2019 dans le cadre du plan national pour l'intelligence artificielle. Donc ces instituts ont 4 grandes missions, je dirais une mission de recherche et développement avec la volonté d'être leader mondial en IA. Donc, contrairement à l'Union européenne, la France a cette volonté, quel que soit le sens qu'on peut donner à leader mondial en IA. Une mission de transfert et d'innovation, transfert technologique et d'innovation. Nous travaillons avec un nombre assez conséquent de partenaires industriels pour réaliser cela, où nous collaborons quotidiennement avec eux sur différents projets. Puis nous essayons de créer des startups aussi en IA. Une mission de formation avec la volonté de doubler le nombre de personnes formées à l'IA sur le site. J'ai bien dit personnes, donc il ne s'agit pas simplement de formation initiale, de formation standard universitaire, mais aussi de formation auprès des professionnels. Une mission d'interaction avec sur tous les aspects de l'IA. Voilà un peu en résumé les activités que nous menons au sein de cet institut, qui recouvre environ 300 personnels permanents et puis environ 150 personnels non permanents, doctorantes, doctorants, postdoctorants, etc. Voilà. Ok, merci Eric. Ensuite, je vais zapper Philippe, il a déjà suffisamment parlé. On reviendra après. On a le plaisir d'accueillir Laurent Patou, cofondateur de la société Data & Co. Exactement. Bonjour Laurent. Bonjour à tous, merci. Donc effectivement, je suis un des 3 cofondateurs de Data & Co, qui est une coopérative de data scientists. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a notre mission est d'accompagner en fait des entreprises dans leurs projets autour de la science des données et de l'intelligence artificielle. Ces 2 notions, sachant que l'intelligence artificielle fait partie de la science des données, puisqu'elle a besoin de données pour travailler, pour faire simple. Donc, on a donc des consultants qui accompagnent ces clients-là avec la particularité
c'est qu'on a choisi de recruter et de travailler avec des consultants qui sont avant tout des experts scientifiques. Donc, on travaille avec des docteurs de différents domaines, ça peut être des biologistes, des chimistes, etc., qui se sont ensuite spécialisés dans l'intelligence artificielle et la science des données, ce qui leur permet d'avoir une approche scientifique du domaine qui est super intéressante et qui nous permet également d'être assez proche du monde de la recherche académique, donc d'être toujours au courant des dernières avancées et de pouvoir accompagner nos clients vraiment sur ce domaine en étant toujours à la pointe de ce qui se passe et de la recherche. Dernière particularité, et je terminerai là-dessus, c'est qu'on a choisi de se monter en coopérative, donc on est une SCOP, parce que justement on avait envie de privilégier les valeurs humaines, collectives, et de s'inscrire dans une démarche sociale et responsable en construisant un nouveau modèle d'entreprise. Voilà. Parfait, merci Laurent. Et donc pour finir, Philippe Vizorek, donc il s'est déjà présenté, directeur innovation au sein du pôle de compétitivité Minalogic. Oui, merci. Bonjour. Je vais plutôt parler de Minalogic du coup, puisque j'ai parlé un peu de moi avant. Donc Minalogic, on est un pôle de compétitivité. Donc notre mission principale, c'est de développer les entreprises par l'innovation. Et pour ça, on a deux grands piliers. Un pilier de recherche de financement, que ce soit des financements publics ou privés, et un autre pilier qui est de créer les conditions propices aux entreprises pour développer leur business, leur chiffre d'affaires. Et donc, on fait pas mal d'événements pour ça. On est présent sur quelques salons locaux, nationaux, internationaux, où effectivement, on essaye de faire en sorte que nos adhérents rencontrent des clients potentiels ou des partenaires technologiques. Et puis par rapport à l'IA, en fait, il y a une grosse volonté régionale du conseil régional qui a fait de l'IA une des thématiques phares. Hein. Ils en ont trois. Ils ont l'hydrogène décarboné, ils ont la sécurité des biens et des personnes et la cybersécurité. Et la troisième, c'est l'intelligence artificielle. Et ils ont demandé à Minalogic de les aider à définir leur feuille de route conjointe entre l'État et la région sur les actions à mettre en place. Donc il y a 4 grands volets. Je vais faire très court, mais il y a un volet financement très amont sur la recherche académique et dont MIAI est le porte-drapeau. Il y a un volet financement des entreprises, effectivement transfert de l'excellence scientifique vers des entreprises. Et puis il y a 2 autres volets sur les enjeux qui sont critiques pour l'IA. C'est la compréhension par les différents acteurs de ce qu'est l'IA. Et aujourd'hui, pareil, on va en reparler, je pense, mais l'IA peut engendrer pas mal de peur. Et le mot est peut-être faible. Et donc, effectivement, il faut expliquer, donner confiance, etc., etc. Et puis, un enjeu de formation, Eric en a déjà parlé. Donc, voilà. Merci Philippe. Donc, après cette présentation rapide, je vous remercie tous les trois. On va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, je vais me tourner vers le professeur des universités. Est-ce que, Eric, vous pouvez nous expliquer en quelques mots très rapides et très simples ce qu'on entend par intelligence artificielle, IA, et puis peut-être expliciter certains termes qu'on entend quasiment quotidiennement actuellement, comme machine learning, deep learning, qui ne sont pas forcément faciles à comprendre. Je vais essayer. Donc, en fait, c'est extrêmement difficile de donner une définition claire de l'IA. Je commence en général mes présentations d'introduction à l'IA par un historique des définitions qui ont été données, et pour montrer un peu la révolution, et pour dire à quel point définir ce qu'est l'IA, c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, d'intelligence humaine aussi dans ces définitions, et que ce concept d'intelligence est en fait très mal défini. Beaucoup de mal à bien le définir. Donc peut-être pour faire très simple, je dirais, et puis c'est une définition qui est inspirée d'un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle qui s'appelle Marvin Minsky, je dirais que l'IA, c'est la branche d'activité qui consiste à développer des outils qui réalisent des tâches qui seraient qualifiées d'intelligentes si elles étaient réalisées par des humains. Donc, toutes les tâches sur lesquelles vous donnez des qualificatifs, vous mettez un qualificatif, cette tâche requiert une certaine intelligence. Si cette tâche est faite par un outil, on parlera d'outil d'IA dans ce cas-là. Bon, c'est un petit peu simplificateur, mais je pense que c'est une bonne définition, une bonne première approche. Alors, effectivement, l'IA, ce n'est pas un domaine nouveau, en fait. Hein. C'est un domaine qui est né avec l'informatique, donc dans les années 40-50, 1940-1950, bien sûr. Et c'est un domaine qui a beaucoup évolué, qui a vécu plusieurs effets de mode. On a parlé de mode IA, puis divers de l'IA, c'est-à-dire des effets de mode très forts, suivis de périodes pendant lesquelles les chercheurs en IA n'étaient pas forcément très
très en vue, très, très bien considéré. Et à l'heure actuelle, on est plutôt dans un phénomène de mode effectivement assez fort. Et ce phénomène de mode est lié à ce qu'on appelle l'apprentissage, et en particulier à l'apprentissage profond. Alors l'apprentissage profond, ce qu'on appelle le deep learning en anglais, c'est en fait juste une branche, c'est juste une méthode particulière de l'apprentissage automatique. Et l'apprentissage automatique consiste simplement à essayer d'apprendre automatiquement une fonction qui permet de passer d'un ensemble d'exemples d'entrée à un ensemble d'exemples de sortie. Donc, par exemple, imaginez, vous avez des phrases anglaises, et puis leur traduction française, et puis vous êtes un spécialiste d'IA dans les années 70, vous allez écrire un certain nombre de règles qui vont permettre de passer de ces phrases anglaises à ces phrases françaises. Vous écrivez un traducteur automatique, et vous le faites en écrivant un certain nombre de règles. Donc, quand je parle de fonction, il faut voir ça comme un processus, en fait. C'est un processus que vous allez décrire explicitement, et puis vous allez, du coup, ces règles-là vont devenir un programme, et puis un outil qui prendra ensuite une phrase anglaise. Cette phrase anglaise passera par cet ensemble de règles, et puis il y aura une production d'une phrase française qui devrait être la bonne traduction de la phrase anglaise. Donc ça, c'était un petit peu l'approche prédominante de l'IA dans les premières années de l'IA, ce qu'on appelle un peu l'IA symbolique. Et puis, depuis alors l'apprentissage automatique aussi n'est pas récent, mais je dirais que depuis les années 80, 90, c'est vraiment devenu le paradigme dominant dans beaucoup de domaines. Donc, même si les médias s'en emparent maintenant, c'est un domaine que moi j'ai abordé dès la fin des années 80, en fait. Le paradigme dominant, ce n'est plus d'écrire ces règles-là. On se rend compte qu'il y a énormément de règles qu'il faut écrire, que la coordination de ces règles-là est très difficile. On arrive très vite à des systèmes très complexes, et finalement, il y a des collisions entre les différentes règles qui font que la sortie qui est produite n'est pas correcte. Donc, on a pris une toute autre approche en se disant, essayons, au lieu d'écrire nous-mêmes ces règles-là, essayons de donner un cadre général, et puis laissons sélectionner, par exemple, une façon de voir les choses, ça pourrait être celle-là, laissons sélectionner les bonnes règles par un système automatique. Et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. C'est bon. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. Et là, cette fois, le programme voit seulement des ensembles, des exemples d'entrée et de sortie, donc phrase française, traduction anglaise. Il a accès à un certain nombre de règles. Merci. Oui, c'est mieux, effectivement. Il a accès à un certain nombre de règles et il va automatiquement sélectionner ces règles, le processus qui va permettre de passer des entrées aux sorties. C'est ça l'apprentissage automatique, en fait. Et c'est vraiment très, 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 très fécond parce que cette fois, il n'y a plus ce problème de conflit où les conflits sont gérés directement lorsqu'on sélectionne les règles qui sont appropriées. Alors, vous voyez tout de suite l'importance des données qu'on peut avoir dans ce processus-là. Parce que c'est à partir des données que le processus de passage, le programme, l'outil d'intelligence artificielle est développé. Et lorsque Philippe parlait des biais algorithmiques, moi je préfère parler de biais dans les données. Et en fait ces programmes-là vont reproduire tous les biais que vous pouvez avoir dans les données. Et en particulier les biais sur le système de reconnaissance faciale sont des biais qui sont liés aux données qui sont utilisées pour apprendre ces systèmes-là. Il y a beaucoup plus d'images de mâles blancs qui ont entre 40 et 50 ans dans ces données-là que de mâles noirs dans ces données-là. Et du coup, lorsque le système le système a pris des règles qui sont plus adaptées aux mâles blancs, aux hommes blancs qu'aux hommes noirs. Donc, il y a vraiment ces biais-là. C'était la même chose pour le système de la justice américaine, qui effectivement était biaisé parce qu'il pénalisait plus les hommes noirs que les hommes blancs, mais c'était parce que les données sur lesquelles il s'était appuyé avaient également ce biais-là. Voilà, donc effectivement, il y a des sociologues, il y a un tas de personnes qui vont essayer de traquer ces biais-là. Ce sont des biais sociétaux parfois. Ce sont parfois des biais de sélection. Des biais de sélection, les statisticiens connaissent ça depuis des années. C'est simplement que l'échantillon sur lequel on apprend le système a mal été conçu. Voilà, donc j'espère que j'ai donné un aperçu à peu près correct de tout cela. C'était parfait, Eric, et en tout cas, ça a permis de mieux comprendre ce que c'était avec l'IA, ce qu'on mettait derrière. Et donc, en deux mots, je pense que vous adressez tous ces types d'IA à l'intérieur de l'Institut MIAI, si je parle au directeur de l'Institut. Et rapidement, est-ce que vous pouvez nous citer quelques partenaires emblématiques, clés, qu'ils soient académiques ou industriels, qui font partie de MIAI ? Pour les partenaires académiques, c'est simple, c'est tous les partenaires académiques du site. Donc, en fait, Grenoblois, oui, du site Grenoblois, tout à fait, merci. Effectivement, ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est que l'IA, on la retrouve dans beaucoup de domaines différents.
Et du coup, que ce soit en santé, donc le centre hospitalo-universitaire est partenaire de notre institut. On la retrouve en biologie, l'INSERM est partenaire de notre institut. On la retrouve dans beaucoup de disciplines, même liées aux sciences humaines et sociales. Donc le CNRS, l'Université Grenoble, sont partenaires. En ingénierie, Grenoble INP est partenaire. Le CEA, bien sûr, est un partenaire privilégié sur différents aspects, en particulier les architectures matérielles embarquées. Et puis, j'ai oublié de citer Grenoble École de Management. Donc, vous voyez, on a essayé vraiment d'être inclusif et d'avoir tous les partenaires. Et ça se justifie, bien sûr. Tous les partenaires académiques du site grenoblois. Ensuite, sur les partenaires industriels, on a beaucoup de grands groupes qui sont installés autour de Grenoble. Je pense à ST Microelectronics, je pense à Schneider. Mais on a environ 70 partenaires industriels, donc je vais avoir du mal à tous les citer. Non, mais c'était les principaux. On retrouve un peu tous ces grands groupes-là. On a quelques GAFAM aussi. Facebook est partenaire de notre institut. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on a des chercheurs chez nous qui essayent de traquer les problèmes des algorithmes de Facebook et d'autres qui aident Facebook à améliorer leurs algorithmes. Donc, voilà, on a un regard critique et un regard un peu aidant à la fois sur ces aspects-là. Et puis, voilà, donc il y a aussi Orange. On a créé récemment un laboratoire commun avec Orange sur Telecom for Health, qui n'est pas sans lien avec la thématique de cette journée. Et puis, bon, il y en a bien d'autres. Qui devait être présenté ce matin dans le cadre de cette table ronde, mais malheureusement, il y a eu des impondérables. Laurent, je vous ai vu réagir quand Eric parlait d'effet de mode sur l'IA et qu'en ce moment, c'était vraiment à la mode. Vous êtes plus axé donc, sur le machine learning et l'analyse de données, c'est ça? Alors, on traite tous les sujets de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'on est avant tout des data scientists. Nos consultants sont avant tout des data scientists. Et, alors, c'est intéressant, excuse-moi de te couper. Ouais. Tu parles de data scientist et de data science. Quelle distinction tu fais entre intelligence artificielle et data science? La science des données, c'est beaucoup plus vaste que l'intelligence artificielle. C'est vraiment tous les métiers qui consistent à travailler sur les données, donc à aller collecter les données, à aller analyser les données, à aller traiter les données pour sortir du sens, des informations intéressantes. Si je fais très très simple, on dit souvent que c'est faire parler la donnée, tout simplement. Et donc, dans la data science, il peut y avoir de l'intelligence artificielle ou pas. Mais tout ce qui est analyse évoluée de données pour obtenir des informations, ça peut être de la science des données. Et comme le disait Eric, c'est quelque chose qui est très important pour l'intelligence artificielle, pour le coup, puisqu'il y a un gros travail avant de travailler sur des algorithmes. Il y a un gros travail à la fois de collecte de données, d'identification des données. On parle de sourcing, c'est-à-dire où sont les bonnes données et les données intéressantes et comment je les récupère et comment je vais les collecter. Et puis après, il y a un travail de préparation et de qualification des données. Et ça, c'est des phases qui sont fondamentales, qui sont souvent un peu sous-estimées au niveau de l'effort par certains de nos clients ou de gens avec qui on parle. Mais c'est la base, c'est-à-dire que sans bonnes données, on ne peut effectivement pas avoir de bons résultats pour l'intelligence artificielle. Et après, nous, on travaille aussi sur le reste, sur la chaîne, c'est-à-dire de programmer ou de paramétrer des algorithmes qui vont permettre de faire soit des prédictions, soit de l'aide à la décision, tout un tas de choses, enfin tous les exemples qu'on a vus tout à l'heure. Et effectivement, je réagissais, oui, c'est quelque chose qui aujourd'hui, et on est content de ça, est quelque chose qui est très à la mode. Il y a beaucoup de sujets. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ça touche tous les secteurs d'activité et tout type d'entreprise. Il y a des startups qui s'intéressent à l'IA, il y a des gros groupes, il y a des PME. Enfin, c'est vraiment très, très vaste et c'est ça qui en fait un sujet vraiment très intéressant. Très bien. Et peut-être rapidement, quels sont les travaux que vous demandent vos clients en IA? Alors, on a pas mal travaillé sur des sujets de maintenance, donc dans l'industrie, de maintenance ou de contrôle qualité. C'est-à-dire qu'on va analyser des données sur des chaînes de production pour essayer de détecter des choses qui se reproduisent, pour pouvoir anticiper en fait des problèmes. On a travaillé alors, sur de la data science, sur de l'étude de données médicales qui venaient d'un groupement hospitalier. Enfin, ce n'était pas des données médicales, c'était des données sur le parcours de soins, donc pour essayer d'optimiser le parcours de soins. Et puis en mode plus recherche, on travaille sur de l'analyse d'images et justement des images de radio. Philippe en parlait, pour essayer
d'améliorer le rendu d'une radio ou d'un IRM et de commencer à l'interpréter. En tout cas, de faire le tri, c'est-à-dire de pouvoir mettre de côté les radios d'un cancer du sein, par exemple. C'est le cas le plus... alors, nous, on n'a pas travaillé là-dessus, mais c'est le cas qui est le plus souvent cité, de pouvoir mettre de côté les radios d'une poitrine qui sont fiables, enfin, qui sont saines à 100% et sans aucun risque. Ce qui permet de donner aux radiologues à analyser uniquement les radios à risque, donc de concentrer son cœur d'expertise sur ce qui est intéressant. Voilà, on travaille sur ce type de sujet. On travaille aussi sur de la technologie vocale. Ça, on pourra en parler plus tard, parce que c'est les interfaces vocales et tout ce qui tourne autour de ça, ce sont des sujets assez intéressants, je pense, pour les seniors. Très bien, merci. En tout cas, ça représente bien les grands domaines d'activité de l'IA, l'industrie, la santé, et puis après l'ergonomie, si on peut appeler ça comme ça. Philippe, je voulais réagir effectivement aux propos de mes deux collègues, parce que je suis entièrement d'accord avec eux et à la fois pas d'accord non plus. C'est bien, c'est un débat. Non, mais c'est... Je ne veux pas être polémique, mais effectivement, l'IA, c'est qu'un outil, c'est une voiture. Et les données, c'est le carburant qu'on met dans l'IA. Et donc, il n'y a pas d'IA sans données. Et effectivement, vous avez bien touché le sujet, je pense. Et c'est un des enjeux pour notamment le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Si vous avez des mauvaises données, vous aurez des mauvais résultats d'IA. Un enfant que vous éduquez en lui disant que c'est bien de voler, ça fera un délinquant. Peut-être pas une bonne personne, après on rejoint le débat philosophique, mais donc, les deux sont vraiment imbriqués, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et effectivement, Eric parlait de l'hiver de l'IA, où effectivement c'était un peu moins sur le devant de la scène, c'est tout simplement faute de données. Les concepts étaient là, il n'y avait pas assez de données pour entraîner les algorithmes. Et ce qui a changé, c'est qu'on a eu l'Internet des objets, maintenant on a des données et des mesures sur tout le monde entier qui nous entoure. Et effectivement, l'enjeu, c'est de qualifier ces données et de vérifier qu'elles sont bien représentatives de ce qu'on veut faire apprendre à une IA. Et dans le domaine de la santé, le bien-être, le bien vieillir à domicile, on prend des données personnelles sur les gens, sur leurs habitudes. Il y a des très beaux sujets qui se font du style détection précoce d'Alzheimer, parce qu'on voit que la personne à son domicile, avant, elle ouvrait son tiroir 10 fois par jour, maintenant elle le fait 30, puis 50, puis 100 fois. C'est un signe précoce d'Alzheimer. Donc c'est plutôt bien de détecter ça avant. Par contre, c'est quand même assez intrusif dans sa vie. Et donc, se posent toutes les questions de privacy en bon français. Respect de la vie privée. Voilà, respect de la vie privée, merci. Et c'est vraiment là où sont les enjeux de l'IA. Et effectivement, de démystifier un peu cette chose-là, parce que Hollywood a fait trop de films qui nous font peur. Et du coup, quels sont les enjeux de l'IA pour Minalogic ? C'est effectivement ça. Encore une fois, toutes ces captations de données, particulièrement dans un domicile, c'est quand même très, très intrusif. On pourrait vouloir détecter la chute de personnes âgées dans leur salle de bain. Ça veut quand même dire mettre une caméra dans un endroit où ils sont plutôt dénudés. C'est pas super acceptable. Après, il y a des moyens de faire en sorte que les données restent localement traitées pour détecter une immobilité d'une personne sans forcément s'intéresser à la globalité de la personne et avoir une image très détaillée sur son anatomie quelque part. Et donc il y a des solutions, mais effectivement, il faut réfléchir à ces choses-là et c'est un des enjeux. Et après, effectivement, on en a parlé tout le matin, là, le côté biais des données, vérifier qu'on a les bonnes données. Dans le cas d'une personne qu'on considère comme étant immobile à son appartement, au pire, on va faire venir quelqu'un pour vérifier qu'il n'y a pas de souci, donc c'est pas trop grave. Dans le cas d'une imagerie médicale où on met de côté les images du sein qu'on juge de cancer du sein qu'on juge saines, faut pas que l'IA se trompe, parce qu'effectivement, on peut louper des choses. Sur ce sujet-là, j'ai une anecdote que j'adore raconter, parce qu'elle est tellement symptomatique des biais de l'IA aujourd'hui. Il y a le CHU de Strasbourg, ils ont pris 11 000 cas de patientes depuis de longues années pour essayer d'améliorer le traitement du cancer du sein chez la femme. Et donc, leurs données n'étaient pas forcément disponibles puisque c'était des notes de médecins. Et vous connaissez tous l'écriture illisible des médecins. Donc, il a fallu numériser tous ces trucs-là. Ça leur a pris un certain temps. Et après avoir été entraînée, l'IA est arrivée à 2 conclusions. Donc, il y a effectivement dans le protocole médical, elle recommandait un traitement plutôt qu'un autre. Donc, amélioration, etc. Donc, rien à dire. L'autre conclusion, c'est de dire si une dame veut éviter le cancer du sein, il faut absolument qu'elle fume 3 paquets de cigarettes par jour. Parce qu'en fait, dans les données, effectivement, les fortes fumeuses mourraient d'un cancer du poumon avant de développer le cancer du sein. Donc là, on voit bien que nos cerveaux vont encore nous être utiles pendant quelques temps, parce que si on suit bêtement les IA, on n'aura peut-être pas l'effet souhaité.
Très bien. Peut-être rester sur toi. Enfin, tu as parlé d'une chose intéressante qui était les big data. Et on a beaucoup parlé des big data, où on collectait un nombre impressionnant de données. Les Américains, les GAFA surtout, se sont dit, tiens, comment on peut valoriser ces données? Et on va utiliser l'IA pour essayer de traiter ces données. Laurent, tu disais, c'est mieux de collecter des données exprès pour son besoin plutôt que de récupérer des données qui, on ne sait pas comment elles ont été collectées et ce qu'elles valent. Quels sont les travaux qui sont menés par les membres de Minalogic sur cette collecte de données, sur l'IA, sur les services qui sont développés pour le domicile, pour les personnes âgées? Les big data, on aime bien fonctionner par buzzword dans nos métiers numériques. Donc le big data, c'est une autre escroquerie de buzzword. Voilà. Toute personne qui a beaucoup de données se dit je suis super riche parce que je vais valoriser mes données. Toutes ne sont pas valorisables. Je discutais avec une boîte de chimie qui me disait moi j'ai toutes mes expériences, j'ai plein de données, je vais faire plein de trucs. Ces expériences, elles étaient stockées dans des carnets manuscrits et en gros, il en a pour 20 ans à les numériser. Donc toutes ne sont pas exploitables. Après, c'est vrai qu'une IA, pour apprendre quelque chose, elle a besoin de vraiment beaucoup de données. Un étudiant en médecine, pour voir qu'il y a un problème sur un poumon, vous lui donnez 10 images, il bachote un peu, il sait faire. Voilà. Une IA, on est plutôt en dizaines de milliers, voire millions d'images. Alors, effectivement, une IA, elle apprendra plus vite que l'étudiant en médecine. Mais voilà. Donc, sur les travaux, effectivement, que je vois, sur le côté médical, il y a médical et maintien à domicile, il y a beaucoup de choses qui tournent quand même autour de l'interprétation de l'image. Effectivement, reconnaître une scène à un domicile, une personne immobile, peut-être qu'elle fait une sieste, peut-être qu'elle a un problème. Donc effectivement, il y a ce discernement-là. Et puis il y a beaucoup de choses côté imagerie médicale, notamment Covid, où les médecins étaient débordés, etc. Il y a pas mal de boîtes qui ont sorti des IA pour les aider à accélérer le diagnostic. C'est plutôt des bonnes choses. Donc pour moi, ce que je vois, c'est beaucoup de deep learning sur l'imagerie. Ok, très bien. Laurent, chez vous, chez Data & Co, quels sont les travaux ou les illustrations, les cas concrets que vous pouvez nous citer sur le domicile, le maintien à domicile des personnes âgées ou plus largement la santé ou encore le bien-être des personnes au domicile? Alors, ce que je disais sur la santé, c'était justement le traitement d'image. On l'a fait également en mode R&D sur de l'analyse de fond d'œil. Ce qui, encore une fois, ça démystifie. Enfin, voilà, ça humanise l'IA, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est vraiment de décharger le spécialiste d'une analyse du fond d'œil qui peut être fait par une machine très rapidement, sans aucun risque, etc. Donc, comme ça, il se concentre vraiment sur son expertise. Et puis, tout à l'heure, je parlais du vocal. Puisque c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. On le connaît souvent maintenant avec les enceintes connectées, etc. C'est quelque chose qui est très adapté aux seniors parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise avec une interface tactile. Ils ne sont pas nés avec un smartphone, à la différence de nos adolescents. Ils peuvent aussi avoir des problèmes de manipulation d'un clavier ou de touches tactiles. Donc le vocal, on y croit beaucoup. On travaille dessus. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. C'est de toute façon un domaine qui consacre beaucoup de recherche. Il y a d'autres secteurs qui s'y intéressent, comme l'électroménager, par exemple. Et derrière, on peut faire plein de choses, comme de la commande de store ou de choses comme ça. Ça devient une vraie interface, en fait, avec la machine. Il y a même une start-up, je crois, qui réfléchit à une serrure connectée qui se déclenche à la voix. Et ça, c'est des choses qui sont super intéressantes pour les seniors, par exemple, puisque on sait qu'une des difficultés pour les accompagnants, ça peut être de rentrer dans le domicile d'une personne qui est tombée alors qu'elle n'a pas les clés ou qu'elle a. Voilà. Donc, si ça peut se déclencher avec la voix, en citant un mot de passe, je ne sais pas, après, il y a plein de choses à imaginer. Pourquoi pas. D'autres. Moi, j'ai vu aussi, alors on n'a pas travaillé dessus, mais il y a des sociétés qui travaillent avec le son, sur notamment une société une start-up qui s'appelle Ozo AI, qui a été récemment primée par le Made for Edge, qui a lancé une oreille augmentée. En analysant le son d'une personne, qui se propage autour d'une personne, elle peut détecter une chute, justement, ou détecter un choc. Donc ça peut venir en complément. En fait, ce qui est intéressant derrière, c'est que ça peut venir en complément ou en renfort d'une détection par image, par exemple, qui a certains biais. Donc là, ça peut, en croisant tout ça, on peut arriver à des résultats super, des résultats plus intéressants. Et puis, encore une fois,
Nous, on est aussi sur de l'analyse de données qui peuvent, en fait, en analysant les comportements d'une personne, par exemple, pouvoir améliorer son parcours de soins, mais on peut imaginer que demain, ça pourrait améliorer son parcours chez elle, ou en tout cas dans un EHPAD ou dans d'autres situations. Très bien. Et donc, quand tu parlais de la reconnaissance de la voix, est-ce qu'il n'y a pas des limites au niveau de l'IA? Parce que, enfin, toutes les personnes sont uniques, enfin, chaque personne est unique plutôt. Et on sait qu'il y a certaines personnes âgées qui ont des problèmes d'élocution. Oui, est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes alors, si, à ces IA? alors, il y a des problèmes liés aux accents, il y a des problèmes liés à la prononciation, il y a aux problèmes au son environnement. Maintenant, c'est des choses qui s'améliorent tous les jours. Et puis, c'est des systèmes qui sont auto-apprenants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand vous êtes avec votre enceinte connectée, par exemple, s'il y a des phrases qu'elle ne reconnaît pas, ça peut être renvoyé chez Google, en l'occurrence, ou d'autres, qui vont au fur et à mesure pouvoir corriger, en fait. Donc, on peut imaginer ce système-là dans toutes les IA. Donc, c'est ça l'idée, c'est qu'elle puisse auto-apprendre, du coup, apprendre votre accent, apprendre vos difficultés de prononciation. Et puis, de toute façon, moi, je crois que comme dans toute interface vocale ou même tactile, il faut qu'il y ait un moment, si ça ne marche pas, on puisse trouver autre chose. Donc, ça peut déboucher sur une hotline avec une personne humaine, ou ça peut, en première tentative, première erreur, arriver sur un clavier traditionnel. Et puis, si ça ne marche pas, on arrive sur un humain, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut, c'est un bon point, il faut toujours trouver des portes de sortie, en fait, au cas où l'IA, enfin, en tout cas, où ce type d'interface ne fonctionne pas. Ok, donc pour l'instant, l'IA, c'est un enfant qui apprend à marcher, quoi. Il faut l'aider de temps en temps. Bah oui, parce qu'effectivement, comme tu disais, il y a énormément d'accents, il y a des problèmes de prononciation, enfin voilà, puis c'est être accentué quand on est senior, peut-être, enfin, sûrement même des problèmes de diction. Donc forcément, elle doit apprendre en marchant, ouais, forcément. Ok, merci. Eric, je reviens vers vous. Est-ce que vous avez, vous aussi, des travaux, des cas concrets ou des illustrations à nous faire remonter sur voilà, le domicile, le maintien à domicile, les personnes âgées ou encore les utilisateurs de ces services? Oui, quelques-uns. Je voudrais revenir sur la santé, si ça. Oui, avec plaisir. Si c'est possible. Je pense qu'un des gros défis de l'intelligence artificielle en santé, on a parlé de l'imagerie, ça fait des années que en fait, l'IA est utilisée pour l'analyse d'images et pour aider les radiologues ou les médecins de manière plus générale à analyser ces images-là. Je pense que le gros défi à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Et donc, être à même de pouvoir analyser tout un tas de données qui sont propres à chacun, en particulier le génome. Le génome est propre à chaque personne, de pouvoir analyser ces génomes et de pouvoir ensuite proposer un traitement qui ne soit pas le même traitement pour tout le monde, comme c'est le cas à l'heure actuelle, mais qui soit un traitement qui soit adapté à chacun. Et là, les médecins voient des opportunités très grandes, en particulier en termes de cancer, parce qu'il y a tout un tas de traitements qui sont très, très invasifs, avec des effets secondaires très lourds, et qui ne sont pas forcément adaptés à chaque individu. Et on commence déjà à voir cela, en fait, dans certaines maladies. Même, par exemple, pour la maladie de Parkinson, on voit qu'il y a des groupes de patients un peu différents, et donc il y a des traitements qui sont associés à ces différents groupes. Et on essaye d'aller de plus en plus loin, de personnaliser cela. Et l'IA permet cela en analysant ces quantités-là. Et là où cet exemple, je le trouve un peu intéressant, parce que ça me permet de revenir sur le big data aussi. Effectivement, on se dit, big data, les médecins collectent plein de génomes, collectent plein de protéomes aussi. En fait, on est capable de réaliser des analyses d'autres parties de notre corps, pas seulement le génome. Et donc, on a beaucoup de ces données-là. Sauf que vous voyez tout de suite que lorsqu'on veut personnaliser, mais en fait, ce que je veux personnaliser, c'est sur une personne. Je n'ai pas tant de données que ça sur cette personne-là. Donc, ce terme big data, il cache une réalité en fait qui n'est pas souvent mise en avant, qu'en fait, c'est beaucoup de données, mais sur des cas très isolés. Donc, c'est pas la solution miracle, vraiment pas. Alors, ensuite, sur le maintien à domicile, donc il y a un certain nombre, il y a beaucoup d'acteurs, de partenaires industriels de notre institut qui essaye de travailler là-dessus, et en particulier de définir des nouveaux capteurs moins invasifs qui pourraient être portés par les gens, par exemple sur des vêtements, de façon à avoir un retour au domicile beaucoup plus précoce, beaucoup plus tôt, après des soins hospitalisés, et de façon à pouvoir avoir un suivi depuis l'hôpital de ces personnes qui sont à domicile. Voilà, donc là, il y a un défi de technologique, de trouver les capteurs qui seront acceptés par les gens,
Puis ensuite, il faut les produire, ces capteurs-là, puis un défi de collecte de données, puis ensuite un défi d'aide à la décision sur ces collectes-là. Donc, ce sont des recherches et puis des développements qui sont relativement récents, mais on commence à avoir un certain nombre d'outils qui sont proposés et vendus à l'heure actuelle. Je dirais qu'il y a un autre aspect des recherches qu'on mène, qui est un petit peu différent, qui est d'étudier la façon dont les personnes âgées interagissent avec ces technologies-là. Et ce n'est pas du tout anodin. On peut très bien imaginer, un ingénieur peut très bien imaginer développer un outil, puis le mettre à disposition des personnes âgées ou d'autres personnes. Hein, de reste, la problématique est la même pour tout le monde. Mais ça ne veut pas dire pour autant que cet objet sera adopté, et ni même qu'il est optimal pour l'usage qu'on peut en faire. Donc, on a créé ce qu'on appelle des living labs, qui sont des studios artificiels dans lesquels on reçoit du public. Et on observe, en fait, on fait croire aux gens qu'on va observer tel et tel comportement. En fait, on observe tout à fait autre chose. Hein, c'est ce qu'on appelle des expériences en mode magicien d'Oz. Tout simplement parce que si on leur dit ce qu'on va observer, il y aura forcément des biais de comportement par rapport à cela. Donc, il est important de ne pas dire aux gens ce qu'on va observer pour que les gens n'infléchissent pas leur comportement par rapport à cette observation. Et du coup, on se rend compte, typiquement, on se rend compte que pour des interactions avec des robots, les robots humanoïdes ne sont pas forcément les robots préférés. Que ce soit les personnes âgées, que ce soit les enfants, on préfère des robots qui soient absolument pas humanoïdes, qui ressemblent plus à qui soient de forme un petit peu sphérique, et il y a un attachement émotionnel qui peut se créer avec ces robots-là et qui ne se crée pas forcément avec des robots humanoïdes qui font un peu peur, en fait, qui sont un peu effrayants par certains côtés. Voilà, donc il y a toutes ces recherches-là qui sont menées aussi. Et puis, je mentionnais ce laboratoire commun Telecom for Health aussi, où là, bien sûr, on va essayer d'utiliser un des capteurs privilégiés et un des outils de suivi à distance privilégiés sera le smartphone dans ce cas-là. Et on essaye de demander aux personnes de renseigner un certain nombre d'éléments sur leurs activités. Et puis ensuite de pouvoir prendre des décisions. Ces éléments sont analysés localement, puis ensuite centralisés, puis un médecin qui peut prendre des décisions et puis contacter ces personnes-là ou pas. Voilà donc peut-être un panorama un peu général de ces recherches. Parfait. Du coup, en t'écoutant parler, tu as parlé de capteurs, d'industriels qui travaillent sur des capteurs portés ou des capteurs qui sont proches de la personne. Je me rends compte depuis tout à l'heure, on parle d'IA. Mais en fait, elle est où cette IA? On parle souvent de cloud, elle est dans l'air, ou alors elle est directement sur le capteur. Et à ce moment-là, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est une bonne question. Les autres peuvent réagir aussi, hein, c'est pas que vous, Eric. Ah, pardon. Non, mais vas-y, Eric, je t'en prie. Commence, t'as le micro. C'est une bonne question. Non, mais en plus, ça me permet de parler d'un point que je voulais aborder aussi. Donc, l'IA était essentiellement centralisée au départ, c'est-à-dire qu'il y avait ces capteurs. Imaginez, par exemple, un système qui va un appartement intelligent. Donc, il y a quelques caméras qui sont disposées ou des capteurs de présence, par exemple, des capteurs de chute, d'accord. Et puis, la façon de procéder un peu standard, c'est de dire, on collecte toutes ces informations, on envoie ces informations dans un serveur centralisé qui va analyser ces données-là et qui va dire, ah, attention, il y a une personne qui est présente dans cette pièce, on soupçonne une chute, elle est immobile depuis tant de temps. Et donc, il y a une décision qui va être prise, il faut absolument contacter cette personne ou contacter des voisins ou contacter les pompiers, par exemple. Il y a plusieurs problèmes qui sont liés à ce mode de fonctionnement-là, en particulier le fait qu'il y a des données personnelles qui vont transiter par un réseau. Et donc, ça, d'une part, c'est un coût énergétique, d'autre part, ça pose des problèmes de respect de la vie privée. On pourrait très bien imaginer qu'il y ait des attaques qui soient faites sur ces données soient récupérées d'une façon ou d'une autre. Et du coup, maintenant, on essaye de déporter ces éléments-là à des niveaux locaux et puis simplement de remonter des décisions locales. Donc, typiquement, on va essayer d'avoir des capteurs qui vont embarquer ces outils d'apprentissage dont je vous ai parlé, ces outils d'IA dont on a parlé, et cet outil d'IA pourra dire immobilité depuis tant de temps. Et tout ce qu'on va remonter, c'est immobilité depuis tant de temps. Une probabilité de chute. Et pas toutes les données qui sont liées au suivi de la chute, éventuellement à des images des caméras qui ont été utilisées pour détecter tout cela. Et le gros avantage aussi de ces approches-là qu'on appelle edge computing. Donc, edge, c'est la frontière, la limite. Et puis, donc c'est les capteurs qui sont un peu à la frontière, parce que c'est eux qui sont au plus proche des données qui sont collectées. On appelle ça edge computing, parce qu'on déporte du coup le traitement informatique au niveau des capteurs.
permettent de réduire aussi les coûts énergétiques, en fait, puisque on peut prendre des décisions sur quelques données à des coûts plus bas. Et ça me permet de revenir aussi sur un autre point qui est que, effectivement, le renouveau de l'IA, tel qu'on le connaît, essentiellement autour de l'apprentissage profond, ça a été la disponibilité de données, mais également des processeurs beaucoup plus puissants, qui étaient des processeurs utilisés pour les jeux vidéo, ce qu'on appelle des cartes graphiques, des processeurs beaucoup plus puissants, et puis des modèles un petit peu plus profonds que les modèles précédents, qui avaient été envisagés, mais jamais vraiment été testés par les chercheurs et qui ont pu être testés dans ce cadre-là. Mais du coup, on fait appel à des modèles qui sont extrêmement coûteux, parfois, en termes énergétiques. Voilà ce que je voulais dire. Donc des modèles de plus en plus coûteux, mais en même temps des architectures qui sont quand même très contraintes sur le capteur. On n'a pas les super ordinateurs qui sont dans les serveurs. Donc ça implique d'autres défis. Oui, alors je disais, effectivement, le déporter au niveau des capteurs, c'est en partie pour résoudre ce problème de coût global qu'on peut avoir. Et bien sûr, il y a un gros défi qui est de faire travailler ensemble tous ces éléments-là. Donc, au sein de notre institut, il y a des gens qui s'intéressent au langage de programmation qu'on pourrait avoir pour faire travailler ensemble toutes ces décisions un peu locales. Et puis, il y a un certain nombre de décisions qu'on pourra prendre localement, bien sûr. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Très bien. Peut-être rajouter aussi que la région est particulièrement bien positionnée sur cette IA embarquée. Parce qu'effectivement, on a des fabricants de capteurs, on a des gens qui font des capteurs, on a des gens qui font des microprocesseurs basse consommation, etc. Et on a des gens d'IA. Et il y a très peu de régions dans le monde qui présentent cette concentration sur toute la chaîne. Donc, effectivement, un des atouts effectivement, de Grenoble, d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça. Donc, notamment en présence, vous les avez cités, hein, CEA, enfin, je fais partie du CEA, donc CEA, ST, des gens comme Calray, Schneider pour les usages, Orange pour le côté télécom. Donc, effectivement, et puis la kyrielle de petites sociétés que c'est impossible de toutes les citer. Très bien. Laurent, tu voulais réagir ? Non, mais c'est vrai que ce que ça montre aussi, c'est que il y a effectivement un enjeu sur les données et sur le matériel. Donc les performances de l'IA sont très dépendantes de progression du matériel, puisque avant on ne pouvait pas embarquer de l'IA parce qu'il n'y avait pas la place. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai, je confirme que le Grenoble, le bassin grenoblois ou la région Auvergne-Rhône-Alpes est particulièrement bien placé là-dessus. Et nous, sur certains projets ou demandes clients, on répond avec des partenaires. Parce qu'on ne pourra jamais être spécialiste de tout. On n'est pas des spécialistes de l'IA embarquée et du hardware, du matériel. Donc, on va répondre avec des gens qui sont plus spécialisés sur ces domaines-là, avec des gens qui sont plus spécialisés dans l'architecture des données, c'est-à-dire comment je récupère, techniquement, comment je transfère les données, comment je les récupère, etc. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans notre écosystème. C'est qu'on peut, même en étant petit et jeune, arriver à intervenir sur des dossiers importants en s'alliant avec des partenaires. Et Minalogic, par exemple, ou le MIAI sont des organismes qui permettent de ce rapprochement en fait, entre partenaires potentiels. Parfait. Bon, je pense que Véronique boit vos paroles là, parce que c'est vrai qu'au niveau grenoblois, on a un écosystème qui est quand même assez riche. Il y a du matériel au logiciel jusqu'aux usages, et il ne faut pas oublier les usages. Peut-être avant de commencer la session de questions-réponses, je vais lancer une question un petit peu piquante. Je t'ai entendu parler, Laurent, de reconnaissance de la parole qui permettait d'ouvrir une serrure connectée. Toi, Eric, tu parlais de on va analyser le génome pour voir s'il n'y a pas des maladies. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à cette IA et est-ce que ça peut pas être utilisé à des fins autres que ce qui était prévu? Par exemple, sur le génome, est-ce qu'on peut pas imaginer une mutuelle qui va récupérer les informations, dire tiens, il est sensible, il peut avoir un cancer, telle maladie, sa police d'assurance va être un peu plus élevée. Ou alors, au niveau de la serrure connectée, on peut imaginer qu'une personne peut dériver le système et pouvoir ouvrir toutes les portes d'une résidence grâce à la voix. Donc voilà, la question c'est, je vais revenir à la question, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en cette IA et est-ce qu'on peut aveuglément la laisser travailler? Dans l'exemple que tu donnes, le problème ne viendrait pas de l'IA, mais le problème viendrait de l'autorité qui détient les données et qui les donne à d'autres personnes. Donc là, l'IA n'a rien à faire là-dedans. Hein. C'est effectivement, il y a des données qui sont utilisées. Il faut que ces données-là soient contrôlées. Et je pense que l'Union européenne fait un énorme travail là-dessus,
il y a des initiatives, en particulier sur les données de santé, qui sont extrêmement protégées. Il y a des initiatives pour essayer de faire en sorte que les médecins puissent travailler sur mettre en commun un certain nombre de jeux de données pour pouvoir développer de nouveaux outils, etc. Par contre, c'est extrêmement surveillé. L'IA qui analyse le génome, on va lui donner le génome et puis elle va donner une décision. Voilà. Après, la confiance qu'on pourrait se poser là-dessus, c'est est-ce que la décision que donne l'IA sur le génome est correcte ou pas. Ça effectivement, il peut y avoir un problème de confiance là-dessus, mais je dirais que ce sont des problématiques. Pardon, ce sont des problématiques qui sont essentiellement résolues par des tests, en fait. C'est un peu comme quand vous construisez une voiture. Est-ce que je peux faire confiance à ma voiture? La voiture, elle est passée par un tas de tests, de crash, et on a mesuré la capacité de la voiture à faire telle ou telle action. C'est la même chose, en fait, pour ces logiciels d'IA. On mesure cela. La seule différence, on fait un tas de mesures. Donc, on se dit, voilà, quand on livre un logiciel d'IA, on dit, on a mesuré que si les données sont similaires à celles qu'on a utilisées pour apprendre ces systèmes-là, par exemple, eh bien, on peut garantir un taux de prédiction correct à 30%. Par contre, vous avez bien remarqué que j'ai introduit un si, et c'est là où les choses changent un tout petit peu. C'est qu'effectivement, on a des programmes qui sont faits pour fonctionner avec un certain type de données. Si vous changez le type de données en entrée, vous obtiendrez des résultats qui sont très différents de ce à quoi vous vous attendez. Donc là, je pense qu'il faut alerter les gens, savoir exactement ce qu'on fait et savoir que voilà, ce sont des programmes qui ont été définis sur un certain type de données. Et si, par exemple, le logiciel capable de reconnaître des cancers du poumon à partir d'une radiologie des poumons sera complètement inutile et sortira n'importe quoi si vous voulez montrer une radio de la jambe, par exemple, bien sûr. Voilà, c'est exactement cela. On ne peut pas les utiliser sur n'importe quel type de données. Alors, il faut bien se rendre compte aussi que souvent les données évoluent, donc il faut faire évoluer ces systèmes-là. Donc, les choses sont un petit peu plus complexes que peut-être la présentation que j'en fais. Mais voilà la façon dont on procède un peu. En informatique, on a une phrase assez standard qui est garbage in, garbage out. C'est-à-dire, si vous donnez n'importe quoi en entrée, vous aurez n'importe quoi en sortie. Et ces logiciels, en fait, attendent un certain type d'entrée. Parfait, merci. Du coup. Oui, parfait. La consigne pour les questions, enfin, ce que je vous propose, c'est que pour ceux qui sont à distance, utilisez le chat qui est à droite en bas, je crois, de votre écran. Ces questions vont remonter donc auprès de Lauriane et Yannick qui sont assis à côté, qui nous en feront donc une synthèse pour participer aux questions-réponses. Pardon. Et on va peut-être commencer par une question dans la salle. Je crois qu'il y en avait une là, non? Oui, bonjour, merci pour la table. Juste une question par rapport aux applications possibles domicile et aux travaux de recherche qui peuvent être en cours. On sait que d'une génération à une autre, donc en 10 ou 20 ans, les personnes âgées d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que celles qui arrivent, dont on fera partie dans 20 ans. Je pense que c'est un vrai sujet de recherche sur les applications au domicile. Et donc, du coup, une évolution des données extrêmement forte. Vous en avez un petit peu parlé. Comment vous traitez ça? Comment vous le gérez dans les applications au domicile d'aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? On sait que les travaux de recherche sont longs. Donc, si à chaque fois on perd la génération et que tout a rechangé sur la nouvelle génération, ça peut être un problème. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre? Déjà, une constatation, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de domiciles qui sont instrumentés pour capter ces données. Donc, effectivement, on trouve des moyens détournés au travers d'un téléphone portable, on met une webcam, etc. Je pense qu'il va arriver d'ici 10 à 20 ans, parce que tous les fabricants, tous les constructeurs de bâtiments instrumentent les bâtiments et on dit qu'ils mettent des capteurs dans le béton. Et donc, demain, on aura certainement à notre disposition des données qu'on n'a pas aujourd'hui. Je prenais l'exemple du tiroir qu'on ouvre un peu plus fréquemment. Aujourd'hui, on n'a pas tous nos tiroirs qui sont instrumentés. Donc, il y a cette première évolution. Après, je ne sais pas si vous voulez réagir sur le côté scientifique. Très rapidement, vous avez tout à fait raison. Mais en fait, toutes les données évoluent. C'est très rare d'avoir un jeu de données qui reste stable dans le temps. Donc, c'est un travail sans fin. On remet à jour les modèles et puis on recommence, etc. Et il faut le faire. Il faut le faire assez régulièrement. Mais voilà, après, c'est la responsabilité des acteurs.
C'est à la responsabilité des acteurs de le faire, bien sûr. D'autres questions? Oui, bonjour. En fait, j'avais 4 questions, mais je crois que je vais en poser qu'une. C'est que je trouve ça formidable, cette recherche qu'on veut appliquer pour les personnes individuellement. Mais du coup, est-ce qu'il y a une intelligence artificielle qui cherche pour un maintien de la vie ou du manque enfin, qui est dû au réchauffement climatique, en fait, parce que d'agir individuellement sur les personnes, on maintient la vie un peu plus longtemps, voilà, et ça demande une énergie énorme, en fait. C'est monsieur qui l'a dit. Est-ce que, du coup, cette énergie-là, on ne pourrait pas l'utiliser plus tôt pour un maintien de la vie en général, ou une étude sur comment on maintient la vie dans les 40 ans, 50 ans à venir? Non, je ne vais pas répondre. Je ne vais pas répondre, je vais simplement préciser ce que je voulais dire. Non, c'est une question éthique, morale un peu que vous posez, donc je ne vais pas y répondre. Mais je voulais juste préciser ce que je voulais dire sur ce coût d'énergie. Tous les logiciels d'IA ne sont pas coûteux en énergie, en fait. Donc, bien sûr, on peut imaginer que plus on développe de numérique et de solutions numériques, plus le coût sera important. Après, bon, l'impact carbone peut être plus ou moins important suivant la source d'énergie qui est utilisée. Hein. Il y a ça aussi à prendre en compte. Mais toutes ces solutions ne sont pas très coûteuses en énergie. Donc, je ne voudrais pas que vous ayez cette impression-là que si on développe un logiciel d'IA, forcément, ça va avoir des conséquences néfastes pour le climat. Ce n'est pas vrai. Dans la majorité des cas, ça a beaucoup moins d'impact que la personne qui regarde une série ou une vidéo sur YouTube sur son ordinateur. Soyons clairs, le premier poste énergétique, en termes de coût énergétique dans le numérique, c'est la transmission vidéo. Donc voilà, je voulais juste mentionner cela. Après, bon, vous avez raison de poser cette question, je suis bien en peine d'y répondre. Juste effectivement pour remettre les choses en perspective, donc chaque nouvelle génération d'IA, qui est à peu près 2 fois plus puissante, consomme à peu près 10 fois moins d'énergie. Donc certes, on est à un certain niveau, mais ça va en s'améliorant et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience des acteurs du numérique autour de ça. Après, juste pour remettre les choses en perspective, j'ai lu un article récemment comme quoi la NASA pense à coloniser Mars. Et donc ça peut être le futur de l'humanité, pourquoi pas. Un des préalables à ça, c'est de restaurer une ceinture magnétique autour de Mars pour éviter le rayonnement cosmique et puis plein de petits désagréments. Aujourd'hui, si vous rejetez de l'air dans Mars, vous brûlez en fait. Donc voilà. Donc sans combinaison, c'est inhabitable, etc. Le coût énergétique donc pour restaurer cette ceinture magnétique, c'est juste un aimant et qu'il faut mettre sur un aimant tout petit, hein, miniature. Seulement, il faut le faire sur toute la surface de la planète Mars. Le coût énergétique de faire ce truc-là, c'est le coût complet de tout ce que l'humanité consomme par an. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres projets qui ne sont pas de l'IA, qui sont un peu plus énergivores que ce que fait l'IA. Donc, c'est juste pour remettre les choses en perspective. Après, pareil qu'Eric, hein, je ne m'aventurerai pas sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Voilà. Après, juste un dernier point, il y a aussi des solutions qui utilisent l'IA pour rendre des systèmes plus économes. Des systèmes, Schneider en parlera sûrement, ou en tout cas, il y a des électroniciens qui travaillent dessus, sur comment finalement j'optimise ma consommation d'énergie, à quel moment je dois aller pomper mon énergie solaire, par exemple, parce que c'est le plus important, etc. Donc l'IA sert aussi à réaliser des économies et va aussi dans ce sens-là. C'est juste pour contrebalancer. Alors, une question à distance. Est-ce qu'il existe une instance, un organisme, un protocole qui assure un contrôle, une vigilance sur la question, on parlait de l'éthique tout à l'heure, sur la gestion des données et son usage pour éviter une diffusion pour d'autres objectifs? Alors, à ma connaissance, il n'existe pas encore. C'est un peu les débats qu'il y a au niveau européen, et je parle sous le contrôle d'Eric, parce qu'il est plus au fait que moi, parce qu'il y a une chaire dans MIAI qui s'intéresse à ça. Après, ce que je vois, et c'est la grosse différence des entreprises qu'on côtoie en France et en Europe par rapport aux US ou en Chine, il y a beaucoup d'entreprises qui se dotent de conseils éthiques
et donc qui réunissent leur conseil éthique pour savoir s'ils doivent faire ou pas ce projet d'IA. Alors, toutes les entreprises d'IA ne font pas ça, hein, mais donc, je dirais que ma compréhension aujourd'hui, c'est que c'est laissé plus à l'initiative individuelle. Et ce que j'ai compris des débats européens, c'est que ce serait plus de la recommandation de bonnes pratiques plutôt que le fait de légiférer et de créer des lois pour ça. Oui, alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais il existe quand même une réglementation générale pour la protection des données qui est effective. Et du coup, bien sûr, si vous donnez vos données, je trouve que le terme données est vraiment très bon parce qu'on les laisse gratuitement à la disposition de géants de l'Internet, par exemple. Donc, si vous acceptez de laisser vos données, ben là, effectivement, il n'y a plus de protection qui ont lieu, mais vous avez quand même le droit de refuser cela. Donc, il y a une réglementation générale de la protection des données en Europe qui est très effective en France. Il y a des sociétés qui se développent pour faire des transactions entre acteurs sur des données. Je pense à une société qui s'appelle Dawex à Lyon, par exemple, qui va essayer de certifier le fait que les données sont correctes, qui va essayer de quantifier le prix de ces données-là. Donc voilà, il y a un marché, entre guillemets, qui se met en place là-dessus aussi, bien sûr. Et après, pour les données de santé, c'est quand même, dans certains secteurs, c'est quand même très, très réglementé. C'est-à-dire que les données de santé, avant qu'on puisse utiliser, même à des fins de recherche, des données de santé, il y a tout un protocole à suivre et des comités d'éthique et l'obtention d'aval de comités d'éthique pour cela. Ouais, il y en avait une là-bas. En fait, moi, je m'interrogeais surtout par rapport à la question qu'il y avait eu dernièrement. On a tous appris, par exemple, en septembre, qu'il y a eu une fuite de données de santé au niveau de l'APH. Et donc, ces données de santé, comment on peut imaginer s'en protéger? Parce qu'en fait, ça fait suite à toute la campagne de vaccination ou de dépistage. Et pour autant, ce n'est pas des données pour lesquelles on nous a demandé notre autorisation de les collecter. Et donc, on s'interroge déjà sur est-ce qu'on prévient bien la population qu'il y a de la collecte de données et comment on peut s'assurer que ces données ne fuitent pas. Après, peut-être c'est un autre sujet, c'est sur la protection des données, c'est sur la cybersécurité. Des attaques sur les données, il y en a tous les jours, que ce soit en France ou dans le monde. C'est un peu différent de l'intelligence artificielle. C'est un marché en tant que tel, la cybersécurité et les cyberattaques. C'est récupérer des données soit à des fins politiques. Là, par exemple, pour la PHP, c'était contre le Covid et contre la vaccination. C'est juste pour ça. Après, il y a des cyberattaques pour récupérer des données, pour faire de l'argent avec. Hein. Mais je pense que c'est un peu différent de notre sujet ce matin d'intelligence artificielle. Voilà, l'an prochain, cybersécurité. L'an prochain sur la cybersécurité. Merci beaucoup, messieurs. Merci de ces éclairages. Merci à vous.